Dans le parc le plus paisible de Cassis, un homme fait les 100 pas, son fils dans les bras, tandis que le petit Hugo pleure sans arrêt. Léo a tout pour lui. De l'argent, une vaste maison de campagne, les meilleures choses que la fortune puisse offrir. Mais rien de tout cela ne sert à grand-chose lorsque son bébé de 8 mois pleure de désespoir et qu'il ne sait plus quoi faire. Il a essayé les meilleurs nounous de la région. Il a dépensé des fortunes en spécialistes, mais personne ne parvient à faire en sorte que son fils se sente en sécurité. Et puis, alors qu'il ne lui reste plus d'options, une jeune inconnue s'approche avec un panier de fleurs dans les mains. Ce qu'elle a fait dans les minutes qui ont suivi a tout changé pour toujours. Le soleil de l'après-midi tombe doucement sur le parc de Cassis, illuminant les pins parasols qui se balancent au gré de la brise marine. Les oiseaux chantent, les familles se promènent tranquillement, les enfants jouent sur les balançoires pendant que leurs parents discutent à l'ombre des arbres. Tout semble parfait, comme sur une de ces cartes postales vendues sur le port. Mais au milieu de tant de paix, un son brise l'harmonie. Les pleurs déchirants d'un bébé qui ne trouve aucun réconfort. Léo arpente le sentier de pierre, Hugo dans les bras, essayant de le bercer avec des mouvements de plus en plus désespérés. Cela fait plus de 30 minutes qu'il est ainsi, sentant l'épuisement peser sur ses épaules comme une chape de plomb. Sa chemise blanche est froissée, ses cernes sont profonds et son visage reflète une fatigue qui va bien au-delà du physique. Certaines personnes le regardent du coin de l'œil avec ce mélange de curiosité et de pitié qui blesse plus que n'importe quel jugement. D'autres mères chuchotent entre elles en le montrant discrètement du doigt. Léo le remarque, mais il ne se soucie plus de ce qu'elle pense. Il veut juste que son fils cesse de souffrir. Il veut juste être un bon père. Il veut juste que cette douleur finisse une fois pour toutes. Il y a à peine 2 mois, Léo a engagé la 5e nounou de l'année. Elle s'appelait Valérie et venait avec des références impeccables. Elle avait travaillé pour d'importantes familles de Lyon. Elle possédait des certifications en puériculture et parlait 3 langues. Léo pensait avoir enfin trouvé la personne indiquée, quelqu'un qui pourrait donner à Hugo la stabilité dont il avait tant besoin. Il lui a offert un salaire généreux, une chambre confortable dans sa maison de campagne et toutes les ressources dont elle pourrait avoir besoin. Valérie a accepté, ravie, et durant les premiers jours, tout semblait bien aller. Mais la première nuit difficile est arrivée. Hugo a commencé à pleurer à 2 heures du matin et n'a pas arrêté jusqu'à l'aube. Valérie a tout tenté, des berceuses aux techniques modernes apprises lors de ses formations. Rien n'a fonctionné. La 2e nuit fut pire, et la 3e insupportable. Au 4e jour, Valérie est entrée dans le bureau de Léo avec ses valises faites et les yeux pleins de frustration. « Je suis vraiment désolée, monsieur, mais je ne peux pas continuer. L'enfant ne m'accepte pas », a-t-elle dit d'une voix tremblante avant de franchir la porte. Léo est resté planté au milieu du salon, regardant une autre personne abandonner son foyer, le laissant seul une fois de plus avec un problème qu'il ne savait pas résoudre. Les nounous précédentes n'avaient pas duré longtemps non plus. Il y avait eu Sophie, qui a démissionné après seulement une semaine, disant qu'Hugo était trop exigeant pour ce qu'elle était payée. Puis est venue Monique, une femme plus âgée avec 30 ans d'expérience qui jurait pouvoir calmer n'importe quel bébé du monde. Elle a tenu 3 semaines avant d'admettre sa défaite. « Je n'ai jamais vu ça », a-t-elle avoué le jour de son départ, regardant Hugo avec un mélange de tendresse et de résignation. Ensuite est arrivée Marianne, jeune et pleine d'énergie, qui pensait qu'il fallait juste de la patience et de l'affection. Elle est partie en pleurant après 10 jours, disant qu'elle ne pouvait pas supporter de voir un bébé souffrir autant sans pouvoir rien faire pour lui. Et avant Valérie, il y avait eu Rose, la plus chère de toutes, recommandée personnellement par le pédiatre d'Hugo. Elle facturait le double des autres et promettait des résultats garantis. Elle n'a même pas tenu 2 semaines. Chaque fois que l'une d'elles partait, Léo sentait qu'il échouait un peu plus en tant que père. Il sentait que l'univers lui disait quelque chose qu'il ne voulait pas entendre, que peut-être il n'était pas fait pour ça, qu'il n'était peut-être pas suffisant pour son propre fils. Maintenant, marchant dans le parc avec Hugo pleurant contre sa poitrine, Léo sent qu'il est au bord de l'effondrement. Il a lu tous les livres sur l'éducation qu'il a pu trouver. Il a consulté les meilleurs pédiatres de Marseille et même de Paris. Il a acheté des jouets spéciaux censés calmer les bébés. Il a essayé la musique classique, les bruits blancs, les huiles essentielles de lavande. Rien n'a fonctionné. Sa fortune, bâtie par des années de travail acharné dans l'immobilier, ne sert à rien face aux pleurs inconsolables de son fils. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter la paix pour un bébé qui a perdu sa mère avant de la connaître.
Léo s'arrête près d'une fontaine. Il laisse le bruit de l'eau tenter de distraire Hugo, mais les pleurs continuent. Il ferme les yeux un instant, respirant profondément, essayant de trouver des forces là où il n'en reste plus. Il se souvient des mots du dernier pédiatre qu'il a visité, parfois, les bébés pleurent parce qu'ils ressentent la tristesse de leur environnement. Les enfants sont plus perceptifs qu'on ne le croit. Ces mots lui ont fait plus mal que n'importe quel diagnostic médical, car ils signifiaient que peut-être Hugo pleurait parce qu'il ressentait la douleur de son père. Que le problème n'était pas le bébé, mais lui. Les gens continuent de passer autour de lui avec leur vie parfaite et leur famille complète. Un jeune couple pousse une poussette avec des jumeaux endormis, riant de quelque chose que seuls comprennent. Un groupe de grands-parents observe leurs petits-enfants jouer dans le sable avec ces sourires fatigués mais heureux que seule l'expérience procure. Léo les regarde et ressent une pointe d'envie mêlée de honte. Il a 31 ans. Il est propriétaire de l'une des agences immobilières les plus prospères de la région PACA. Il vit dans une superbe maison de campagne face à la mer avec une vue privilégiée sur la Méditerranée. Mais en ce moment, debout au milieu du parc avec son fils en pleurs dans les bras, il se sent comme l'homme le plus pauvre du monde, car il a tout, sauf la seule chose qui compte vraiment, la capacité de rendre son propre fils heureux. Hugo serre ses petits poings contre la chemise de Léo, son visage rouge à force de pleurer, les larmes coulant sur ses joues rebondies. Il a 8 mois de vie et il a déjà connu plus de douleur que n'importe quel bébé ne devrait en connaître. Il est né le jour où sa mère est morte. Il est arrivé au monde juste au moment où elle partait, et Léo ne peut s'empêcher de se demander si son fils, d'une certaine manière, le blâme pour cela. Si Hugo pleure parce qu'il sait, au plus profond de son être, que son père n'a pas pu sauver sa mère. Les pleurs d'Hugo s'intensifient jusqu'à devenir un cri qui fait se retourner plusieurs personnes dans le parc, inquiètes. Léo sent la panique lui monter à la gorge comme de l'eau bouillante. Il fouille rapidement dans le sac à langer qu'il porte en bandoulière, sortant l'ours en peluche le plus cher qu'il a pu trouver dans les boutiques de la région. Il est doux, importé, doté d'un mécanisme qui reproduit les battements du cœur pour simuler le réconfort maternel. Il l'approche d'Hugo, appuyant sur le bouton qui active les sons. Le bébé ne le regarde même pas. Ses yeux sont fermés avec force tandis qu'il continue de pleurer avec toute l'intensité de son petit corps. Léo laisse l'ours de côté et sort la ressource suivante. Un biberon spécial recommandé par le dernier spécialiste consulté. Il est en silicone médical, conçu pour les bébés ayant des problèmes d'alimentation. Il a coûté plus de 100 €. Il l'approche des lèvres d'Hugo, mais l'enfant détourne le visage, refusant même de le goûter. Le liquide tiède se renverse un peu sur la couverture du bébé. Léo nettoie rapidement avec un mouchoir, sentant la frustration se mêler à la fatigue dans sa poitrine. Il range le biberon et cherche autre chose, n'importe quoi qui pourrait fonctionner. Il sort son téléphone portable et ouvre l'application de musique qu'il a téléchargée spécialement pour ces moments-là. Il a une liste de lecture avec des berceuses, de la musique douce, des instrumentaux qui, selon les experts, aident à calmer les bébés. Il sélectionne la première chanson, une chanson douce, d'Henri Salvador, une voix qui sonne maternelle et chaude. Il monte le volume suffisamment pour qu'Hugo puisse l'entendre par-dessus ses propres pleurs. Pendant quelques secondes, le bébé semble réagir. Ses cris diminuent légèrement. Léo sent une lueur d'espoir, ce moment magique où il pense avoir enfin trouvé la solution. Mais alors, Hugo reprend son souffle et pleure encore plus fort, comme si la musique l'avait dérangé au lieu de le calmer. Léo change de chanson rapidement, essayant une autre, puis une autre encore. Rien ne fonctionne. Il éteint le téléphone et le range dans sa poche, sentant cette petite étincelle d'espoir s'éteindre aussi vite qu'elle était apparue. Il regarde autour de lui, cherchant autre chose, n'importe quelle distraction qui pourrait aider. Il voit les arbres, les fleurs, le ciel bleu. Tout est si beau, tout est si inutile. À cet instant, Léo ferme les yeux un moment, essayant de contrôler ses propres émotions avant qu'elles ne débordent. Et dans ce moment d'obscurité auto-imposée, quelque chose se produit dans son esprit. Une image apparaît avec une clarté douloureuse. Le visage de Chloé, sa femme, dans la salle d'accouchement. Il se souvient de ses yeux pleins d'amour et de peur en même temps, de sa main serrant la sienne tandis que les médecins s'affairaient frénétiquement. Il se souvient comment elle lui a demandé de prendre soin de leur bébé, de l'aimer pour deux, d'être fort. Et il se souvient du son des machines quand tout a mal tourné, ce bip constant qui a marqué la fin de leur vie ensemble. Il ouvre les yeux brusquement, respirant avec agitation, essayant de chasser ces souvenirs qui le poursuivent chaque jour.
Mais il ne peut pas, car chaque fois qu'il regarde Hugo, il voit Chloé dans ses yeux. Chaque fois que son fils pleure ainsi, Léo sent qu'il faillit à la seule promesse qu'il a faite à la femme qu'il aimait. Je ne peux pas faire ça tout seul, murmure-t-il pour lui-même, sa voix à peine audible par-dessus les pleurs du bébé. Je ne sais pas comment faire sans toi, mon amour. Les mots sont emportés par le vent, se perdant dans le bruit du parc. Un vieux monsieur qui promène son chien s'approche avec précaution, son visage ridé montrant une inquiétude sincère. Tout va bien, jeune homme? Vous avez besoin que j'appelle quelqu'un? Demande-t-il d'une voix aimable, l'accent du midi chantant dans chaque mot. Léo secoue la tête rapidement, forçant un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Merci, monsieur. On va bien. C'est juste un mauvais jour, répond-il en essayant de paraître convaincant. L'homme observe Hugo en pleurs, puis regarde Léo avec cette expression que seuls donnent les années et l'expérience. Les bébés sentent quand leurs parents sont inquiets. Parfois, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas qu'on résolve le problème, mais qu'on soit tranquille avec eux, dit-il avec une sagesse simple avant de s'éloigner lentement avec son chien. Léo reste planté là, assimilant ses paroles. Tranquille. Comment peut-il être tranquille quand il sent qu'il échoue dans ce qu'il y a de plus important dans sa vie? Comment peut-il transmettre la paix quand il ne l'a pas lui-même? Il regarde Hugo, voit son petit visage rouge et désespéré, et sent que le monde entier pèse sur ses épaules. Il a bâti un empire immobilier, il a conclu des affaires de plusieurs millions, il a affronté des concurrents difficiles, mais rien ne l'a préparé à ça. Rien ne l'a préparé à se sentir aussi impuissant face à son propre fils. Léo recommence à marcher, berçant Hugo avec des mouvements devenus automatiques après tant d'heures de pratique. Il tourne autour de la fontaine centrale du parc, ses chaussures de ville faisant un bruit rythmé contre le pavé. Le soleil commence à descendre à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose, des couleurs magnifiques qui contrastent avec l'angoisse qu'il ressent à l'intérieur. D'autres familles commencent à se retirer, rassemblant leurs affaires, appelant leurs enfants pour rentrer à la maison. Bientôt, le parc sera vide et il sera toujours là avec Hugo qui pleure, sans savoir quoi faire. Il pense à retourner à la maison de campagne, mais il sait que là-bas, il sera tout aussi perdu. Au moins ici, au milieu de la nature et de l'air frais, il sent qu'il peut respirer un peu mieux. Au moins ici, il n'est pas entouré par les murs de cette maison énorme qui semble si vide sans Chloé. Il ferme les yeux une fois de plus, serrant Hugo contre sa poitrine, et fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis les funérailles de sa femme. Il prie. Ce n'est pas une prière élaborée ni avec de belles paroles, juste un murmure désespéré qui sort du plus profond de son cœur. Dieu, si tu existes, si tu m'écoutes, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. Il ouvre les yeux et Hugo pleure toujours. Mais alors, au milieu de son désespoir, quelque chose attire son attention. Une silhouette s'approche de l'autre côté du parc, marchant à pas feutrés. Une jeune femme avec un panier de fleurs dans les bras, l'observant avec des yeux qui semblent comprendre sa douleur sans avoir besoin de mots. Manon marche doucement sur le sentier de terre qui borde le parc, son panier de fleurs se balançant doucement à chaque pas. Elle porte une robe simple en coton crème, usée aux ourlets, mais propre et soignée. Ses cheveux foncés sont attachés en une tresse simple qui tombe sur son épaule droite. Elle a 22 ans, mais son visage montre une maturité que seule une vie difficile procure. Ses mains, petites et un peu hâlées, soutiennent le panier avec soin, protégeant les roses blanches et rouges qu'elle a coupées ce matin dans le petit jardin derrière sa chambre louée. Elle vient au parc tous les jours à cette heure-ci, quand les familles se promènent et que les couples cherchent des fleurs pour leur bien-aimé. Elle ne gagne pas beaucoup, à peine de quoi payer le loyer d'une chambre modeste et acheter le nécessaire pour manger, mais elle ne se plaint jamais. Elle a grandi dans un village du Cantal, où elle a appris de sa grand-mère que la vie est dure, mais qu'elle peut aussi être belle si l'on sait où regarder. Elle est arrivée à Cassis il y a 2 ans, cherchant de meilleures opportunités que celles qu'offrait la campagne. Elle pensait qu'en ville, tout serait plus facile. Mais elle a vite découvert que la vie urbaine a aussi ses propres défis. Tandis qu'elle avance dans le parc, Manon entend les pleurs. Au début, elle pense que c'est juste un autre bébé gâté, de ceux qui pleurent pour attirer l'attention, mais quelque chose dans ce son l'arrête. Ce n'est pas le caprice d'un enfant choyé, c'est le pleur désespéré de quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, de quelqu'un qui souffre et ne trouve pas de réconfort. Manon connaît bien ce type de pleurs. Elle l'a entendu bien des fois dans son village quand les bébés des voisines tombaient malades ou avaient des coliques lors des nuits froides d'hiver.
Sa grand-mère lui a appris à faire la différence entre un pleur ordinaire et un pleur qui vient de l'âme. Celui-ci vient définitivement de l'âme. Elle lève les yeux et voit l'homme qui marche en cercle près de la fontaine. Il est grand, bien habillé, avec cette allure qu'ont les personnes habituées à l'argent et au respect. Mais en ce moment, il ne semble ni puissant ni important, il semble perdu, épuisé, vaincu. Manon sent quelque chose se serrer dans sa poitrine, cette compassion naturelle qui l'a toujours caractérisée. Sa grand-mère disait qu'elle avait des mains bénies pour calmer les bébés. Peut-être qu'elle peut aider. Mais alors, le doute l'envahit comme une douche froide. Qui est-elle pour s'approcher d'un monsieur comme lui? Elle est juste une vendeuse de fleurs, une fille de la campagne qui a à peine fini le lycée. Lui est clairement quelqu'un d'important, quelqu'un avec de l'argent, quelqu'un qui a sûrement déjà essayé tout ce que la fortune peut offrir. Que pourrait-elle lui offrir qu'il n'ait déjà essayé? Manon baisse les yeux vers son panier, sentant soudain la honte de sa vieille robe et de ses sandales usées. En ville, elle a vite appris qu'il existe une ligne invisible entre les gens comme elle et les gens comme ce monsieur, une ligne qu'il ne faut pas franchir. Elle se souvient de la fois où elle est entrée dans une boutique élégante du centre juste pour demander les prix, et la vendeuse l'a regardée de haut en bas avec mépris avant de lui dire qu'elle cherchait peut-être quelque chose de plus adapté à son budget. Elle se souvient s'être sentie petite, insignifiante, déplacée. Elle ne veut plus se sentir ainsi. Mais les pleurs du bébé continuent, de plus en plus désespérés. Et quelque chose en Manon, quelque chose de plus fort que sa timidité et sa peur du rejet, la pousse à bouger. Elle fait quelques pas en avant, puis s'arrête. Son cœur bat vite dans sa poitrine. Ce ne sont pas tes affaires, Manon, se dit-elle. Continue ton chemin, vends tes fleurs et rentre chez toi. Mais ses pieds ne lui obéissent pas. Elle fait un autre pas, puis un autre. Maintenant, elle n'est plus qu'à quelques mètres de l'homme. Elle peut mieux voir son visage. Il a des cernes profonds, une barbe de plusieurs jours, les yeux rougis par la fatigue ou peut-être par des larmes contenues. Le bébé dans ses bras se tortille, ses petites mains serrées en poings minuscules, le visage écarlate. Manon sent son cœur se briser. Elle a déjà vu des bébés ainsi dans le Cantal quand quelque chose les affligeait profondément. Sa grand-mère lui a appris que parfois, les bébés pleurent parce qu'ils ressentent la douleur de leurs parents, parce qu'ils absorbent la tristesse de l'ambiance comme de petites éponges. Les enfants sont sages même s'ils ne parlent pas, lui disait son aïeul. Ils savent quand quelque chose ne va pas dans le monde des adultes. Manon observe l'homme et le bébé ensemble et comprend qu'ils souffrent tous les deux, chacun à sa manière. Finalement, rassemblant tout le courage qu'elle possède, Manon franchit les derniers pas. Sa voix sort tremblante, presque comme un murmure à peine audible par-dessus les pleurs. « Excusez-moi, monsieur, je peux vous aider ?» Les mots sortent avec cette douceur qu'elle a apprise de sa grand-mère. Léo lève les yeux, surpris que quelqu'un s'approche après que tant de gens l'aient évité durant la dernière heure. Il voit la jeune femme devant lui, mince, humble, avec d'immenses yeux marrons qui brillent d'un mélange de timidité et de détermination. Elle porte un panier de fleurs qui sent la fraîcheur et les matins précoces. Pendant un instant, Léo pense refuser l'aide, lui dire que tout va bien et qu'il n'a besoin de rien. Mais il est si fatigué, si désespéré, qu'il hoche simplement la tête. « Je ne sais pas quoi faire », admet-il, sa voix brisée après avoir tenu si longtemps. Il pleure, et je ne sais pas comment l'aider. Manon regarde le bébé avec tendresse, puis regarde Léo avec une compréhension qui va au-delà des mots. Parfois, les bébés ont juste besoin de se sentir en sécurité, dit-elle d'une voix douce, étendant lentement les bras. Vous permettez? Léo hésite une seconde seulement avant d'acquiescer à nouveau. Il n'a rien à perdre qu'il n'ait déjà perdu. Manon reçoit Hugo dans ses bras avec une délicatesse qui semble naturelle, instinctive. Elle ne fait pas de mouvement brusque, ne parle pas fort, elle l'approche simplement de sa poitrine avec soin, comme si elle tenait quelque chose de précieux et fragile qui pourrait se briser au moindre descuido. Le bébé continue de pleurer, ses cris résonnant dans le parc maintenant presque vide. Manon ne désespère pas, n'essaie pas de le faire taire immédiatement ni ne cherche de solution rapide. Au lieu de cela, elle commence à le bercer avec un rythme doux et constant. Le même mouvement que sa grand-mère utilisait quand elle était petite et ne pouvait pas dormir. C'est un balancement qui vient des hanches, naturel comme le ressac de la mer, un va-et-vient hypnotique qui berçait les bébés du village génération après génération. CHH, CHH, mon petit, murmure-t-elle d'une voix à peine audible, les mots sortant comme un chant bas et mélodieux. C'est fini,
C'est fini, tu es en sécurité ici. Ce ne sont pas des mots élaborés ni des phrases étudiées, ce sont simplement des sons de réconfort, des voyelles allongées qui vibrent dans la poitrine et parviennent au bébé comme une caresse invisible. Léo observe la scène sans pouvoir y croire. Il a vu 5 nounous professionnels tenter exactement la même chose avec Hugo, le porter, le balancer, lui parler doucement. Aucune n'avait réussi à ne serait-ce que diminuer les pleurs. Mais il y a quelque chose de différent dans la façon dont cette jeune femme le fait. Peut-être est-ce le rythme de son balancement, ni trop rapide ni trop lent, juste au point exact dont le bébé a besoin. Peut-être est-ce la chaleur de sa voix, réconfortante comme du pain frais, familière comme les chansons que nous entendons tous avant de naître. Ou peut-être est-ce quelque chose qui ne peut s'expliquer ni avec des mots ni avec de l'argent, quelque chose qui existe simplement chez certaines personnes. Manon continue de murmurer ces paroles simples apprises de sa grand-mère, des paroles qui ne figurent dans aucun manuel d'éducation moderne, mais qui ont calmé des bébés depuis des temps immémoriaux. « Oh, mon beau garçon, oh, mon trésor », chante-t-elle doucement, presque comme si elle priait. « Ici tu es bien, ici personne ne te fera de mal. » Hugo commence à répondre. Ses pleurs diminuent légèrement. Ses cris se transforment en sanglots entrecoupés. C'est un petit changement, mais significatif. Manon continue son bercement constant, sans jamais varier le rythme, maintenant la même cadence qui semble se connecter à quelque chose de profond chez le bébé. Elle approche son visage de celui d'Hugo, pas trop pour ne pas l'effrayer, mais suffisamment pour que l'enfant puisse sentir sa respiration. « Tranquille, allez, mon petit cœur », murmure-t-elle. Les peines s'envolent comme des petits oiseaux. Ce sont des mots simples, peut-être même naïfs pour les oreilles de quelqu'un de la ville, mais ils ont un pouvoir ancien, une magie qui n'a pas besoin d'explication. Hugo ouvre les yeux, ses grands yeux humides qui ressemblent tant à ceux de sa mère, selon Léo. Le bébé regarde Manon avec quelque chose qui ressemble à de la curiosité, ses sanglots s'espaçant de plus en plus. Elle lui sourit avec une douceur authentique, ce genre de sourire qu'on ne peut pas feindre. « Regarde quel bel enfant », lui dit-elle d'une voix mélodieuse. « Regarde ses petits yeux, regarde ses petites mains. » Elle nomme chaque partie du bébé avec tendresse, le distrayant de son angoisse, portant son attention vers autre chose que la douleur qu'il ressentait. Les hoquets deviennent plus espacés. Hugo respire de façon saccadée, cette respiration typique après un long pleur, mais il ne crie plus. Manon continue de le bercer, fredonnant maintenant une mélodie sans parole, juste un air qui coule naturellement de sa gorge. C'est un air qu'elle a entendu 1000 fois dans le Cantal quand les femmes endormaient leurs enfants sous les étoiles de la campagne. Il n'a pas de nom, il n'est sur aucune application de musique, il existe simplement, passant de grand-mère à mère, de mère à fille, un héritage invisible de générations de femmes qui ont su calmer les pleurs quand personne d'autre ne le pouvait. Léo sent quelque chose d'étrange dans sa poitrine en observant. C'est un mélange de soulagement, d'étonnement et de quelque chose d'autre qu'il ne parvient pas à identifier. Il voit Hugo commencer à cligner des yeux lentement, ses paupières lourdes d'avoir tant pleuré commençant à se fermer. Ce n'est pas possible, pense Léo, craignant presque que s'il cligne des yeux, le charme se rompe. Ce n'est pas possible que cela se produise vraiment, mais cela se produit. Devant ses yeux, sans jouet coûteux, ni technique moderne, ni certification professionnelle, cette jeune inconnue réussit l'impossible. 2 minutes passent encore, peut-être 3. Le temps semble bouger différemment dans ce petit espace entre Manon, Hugo et la fontaine du parc. Le bébé lâche un dernier soupir tremblant. Ses petites mains, qui étaient tendues, se détendent enfin. Ses doigts minuscules se relâchent, cessant de serrer ses poings désespérés qu'il maintenait depuis plus d'1 heure. Sa respiration devient profonde et régulière. Ses paupières se ferment complètement et alors, comme s'il s'agissait d'un miracle tiré des contes que Manon écoutait enfant, Hugo s'endort. Complètement endormi, profondément endormi. Son petit visage retrouve sa couleur normale, les larmes séchant sur ses joues. Son petit corps s'abandonne contre la poitrine de Manon avec cette confiance absolue qu'ont seulement les bébés lorsqu'ils se sentent en sécurité. Manon continue de le bercer quelques secondes de plus, n'osant pas s'arrêter, ne voulant pas briser le moment. Puis elle lève les yeux vers Léo et lui sourit timidement. Elle ne dit rien. Elle n'a besoin de rien dire. Léo la regarde comme s'il voyait un ange, comme si cette jeune femme humble avec son panier de fleurs venait de faire quelque chose que toutes les nounous professionnelles du monde n'avaient pas pu accomplir. Et à cet instant, quelque chose change dans le cœur de Léo, quelque chose qui ne sera plus jamais pareil.
Léo reste immobile pendant plusieurs secondes, observant son fils dormir paisiblement dans les bras de cet inconnu apparu de nulle part. Il ne peut pas traiter complètement ce dont il vient d'être témoin. 5 nounous certifiés, 3 pédiatres reconnus, d'innombrables nuits sans sommeil, des milliers d'euros dépensés en solutions qui n'ont pas fonctionné. Et maintenant, une jeune vendeuse de fleurs a réussi en quelques minutes ce que personne d'autre n'avait pu obtenir en des mois. Il ressent un mélange étrange de soulagement profond et de quelque chose qui ressemble à de l'humilité. Cette sensation de réaliser que l'argent ne peut pas tout acheter, que parfois les réponses les plus importantes viennent des endroits les moins attendus. Manon continue de bercer doucement Hugo, son visage montrant une tendresse naturelle tandis qu'elle observe le bébé dormir. Il n'y a pas d'orgueil dans son expression. Il n'y a pas cette attitude de supériorité que Léo a vue tant de fois chez les professionnels qu'il a engagés. Il n'y a qu'une affection sincère pour un bébé qui souffrait et qui maintenant se repose. Léo se passe la main sur le visage, sentant soudain toute la fatigue accumulée de ces mois difficiles. Il a besoin de s'asseoir. Il désigne un banc proche à l'ombre d'un platane et Manon hoche la tête, marchant à pas précautionneux pour ne pas réveiller le petit. Il s'assoit sur le banc en bois peint en verre, usé par le temps et le climat salin de Cassis. Le soleil est plus bas maintenant, la lumière dorée de l'après-midi tombant entre les feuilles de l'arbre et créant des motifs d'ombre sur eux. Le parc est presque vide. Il ne reste que quelques couples assis sur des bancs lointains et, au loin, une boulangerie voisine qui commence à baisser son rideau, l'odeur du pain chaud flottant encore légèrement dans l'air. Il y a un silence confortable entre Léo et Manon. Ce genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli par des mots inutiles. Hugo dort profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations tranquilles, sa petite main agrippée inconsciemment au tissu de la robe de Manon. Léo l'observe dormir ainsi, si serein, si différent de la façon dont il était il y a à peine 15 minutes, et il sent que quelque chose se brise en lui. Peut-être est-ce la tension qu'il portait, peut-être est-ce la peur constante qui l'accompagnait depuis la mort de Chloé. Quoi que ce soit, il sent que cela se défait comme du sable entre ses doigts. Merci, dit-il finalement, sa voix sortant rauque sous l'émotion contenue. Il ne sait pas depuis combien de temps il attendait de le voir ainsi. Manon sourit timidement, ses joues prenant une légère teinte rosée. « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur », répond-elle d'une voix douce, gardant les yeux sur Hugo pour éviter le contact direct avec le regard de Léo. « J'ai juste fait ce que ma grand-mère m'a appris quand j'étais petite au village. Elle disait que les bébés ont besoin de sentir la paix, et que la paix vient du cœur de celui qui les porte, pas des mains. » Léo écoute ces paroles simples et sent qu'elles contiennent plus de sagesse que tous les livres d'éducation qu'il a lus. Il observe Manon avec plus d'attention maintenant que le moment de crise est passé. Il voit ses mains rêches à cause du travail, les ongles courts et propres sans aucun vernis. Il voit sa robe simple raccommodée sur un côté avec des points soigneux qui tentent de dissimuler une vieille déchirure. Il voit ses sandales usées, le panier de fleurs à ses pieds avec quelques roses commençant à se flétrir par la chaleur du jour. Il voit toute son humilité, toute sa simplicité, et quelque chose en lui est profondément ému. Cette jeune femme n'a rien de matériel, mais elle a quelque chose qu'aucune de ces nounous onéreuses n'avait, un don naturel pour se connecter avec son fils. « Comment tu t'appelles » demande Léo, passant sans s'en rendre compte au tutoiement, plus proche. « Manon, monsieur » répond-elle, toujours sans le regarder directement dans les yeux. « Manon Vidal, pour vous servir. » Léo remarque le « pour vous servir » et reconnaît cette humilité extrême qui vient des milieux où les différences de classe sont fortement marquées. Enchanté, Manon. Moi, c'est Léo, et ce petit dormeur, c'est Hugo. Il y a une brève pause où l'on entend que le chant des oiseaux se préparant pour la nuit. Léo veut en savoir plus sur cette jeune femme qui a accompli un miracle avec son fils. « D'où viens-tu » demande-t-il avec un intérêt sincère. Manon lève enfin les yeux, ses grands iris rencontrant brièvement ceux de Léo avant de redescendre. « Je suis d'un petit village près d'Aurillac, là-bas dans le Cantal », explique-t-elle avec cet accent qui chante un peu, qu'elle n'a jamais essayé de cacher. « Je suis venue à Cassis il y a 2 ans pour chercher du travail. Au village, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Alors, ma mère m'a dit de tenter ma chance ici. » Sa voix devient plus basse en continuant. « Je vends des fleurs ici dans le parc tous les jours. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête et ça me suffit pour vivre. » Léo assimile cette information, créant dans son esprit une image plus complète de la vie de Manon. Une jeune femme qui a quitté son foyer en quête d'une vie meilleure, travaillant dur à vendre des fleurs dans un parc.
Il pense à sa propre vie. La maison de campagne face à la mer, la Citroën 2CV de collection dans le garage, les comptes bancaires bien garnis. Et pourtant, cette jeune femme avec presque rien de matériel possède ce dont il a désespérément besoin. Ça t'embêterait si je te posais une question personnelle? Dit Léo avec précaution, ne voulant pas la mettre mal à l'aise. Manon hoche la tête doucement, ses doigts caressant la nuque d'Hugo pendant qu'il dort. Combien gagnes-tu en vendant des fleurs par mois? La question la prend par surprise. Personne ne lui avait jamais demandé ça avec un intérêt sincère. Les gens qui lui achetaient des fleurs ne faisaient que marchander les prix pour payer le moins possible. Eh bien, ça dépend du mois, monsieur, répond-elle avec honnêteté. Les bons mois, quand il y a beaucoup de couples et de fêtes, je peux réunir environ 800 €. Les mauvais, j'arrive à peine à 500. Léo fait de rapides calculs mentaux. 800 € mensuels. C'est moins que ce qu'il dépense parfois en un dîner d'affaires. C'est si peu qu'il a mal rien qu'à l'imaginer, et pourtant, elle parle de cette somme comme si c'était suffisant pour être reconnaissante. Léo sent quelque chose remuer dans sa poitrine en assimilant la réalité économique de Manon. 800 € par mois. Avec ça, elle doit payer un loyer, la nourriture, les transports, tout le nécessaire pour survivre dans une région comme la Côte d'Azur où les prix grimpent constamment. Il pense aux nounous qu'il a engagées. La moins chère demandait 2500 € par mois. La plus chère est allée jusqu'à 5000. Aucune d'elles n'a réussi ce que Manon a fait en quelques minutes. Il observe son fils endormi, si tranquille dans les bras de cette jeune femme, et une idée commence à se former dans son esprit. C'est une idée audacieuse, peut-être impulsive, mais il sent qu'elle est juste. Manon, dit-il d'une voix ferme mais aimable, attendant qu'elle lève les yeux vers lui. J'ai une proposition à te faire. Manon le regarde avec curiosité, mêlée à un peu de nervosité. Dans son expérience, quand les gens riches font des propositions aux gens comme elle, c'est rarement bon signe. Mais il y a quelque chose dans les yeux de Léo qui lui transmet de l'honnêteté. Que dirais-tu si je t'offrais un travail pour t'occuper d'Hugo? Continue Léo en mesurant ses mots soigneusement. Comme sa nounou, en vivant chez moi, sans avoir à te soucier de payer un loyer ou la nourriture. L'expression de Manon change instantanément. Ses yeux s'agrandissent. Sa bouche s'entr'ouvre légèrement sous le choc. Pendant quelques secondes, elle ne peut articuler un mot. Monsieur. Réussit-elle finalement à dire, sa voix tremblante. Vous êtes sérieux? Léo hoche la tête, le visage tout à fait sérieux. Complètement sérieux. Écoute, j'ai engagé 5 nounous professionnels ces derniers mois. Toutes avec des certificats, toutes avec de l'expérience, toutes très bien recommandées. Aucune n'a réussi à se connecter avec Hugo comme tu l'as fait aujourd'hui. Aucune n'a pu le calmer quand il pleurait ainsi. Et moi? Il marque une pause, sa voix se brisant légèrement. Moi, j'ai besoin de quelqu'un que mon fils accepte. Quelqu'un en qui il ait confiance. Je ne peux plus voir mon bébé souffrir. Manon écoute avec attention, son cœur battant si fort qu'elle a l'impression que Léo peut l'entendre. C'est trop grand, trop inattendu. Il y a une heure, elle marchait dans le parc en vendant des fleurs comme n'importe quel autre jour. Et maintenant, ce monsieur lui offre un travail qui pourrait changer sa vie complètement. Mais, monsieur, je n'ai pas de diplôme, dit-elle avec honnêteté, son humilité l'empêchant d'accepter quelque chose qu'elle sent ne pas mériter. Je n'ai pas besoin de diplôme, répond Léo avec une conviction absolue. J'ai besoin de quelqu'un qui sache apaiser mon fils. J'ai besoin de quelqu'un qui ait ce don naturel que tu as. Les papiers ne signifient rien s'il n'y a pas de connexion réelle. Il fait une pause, réfléchissant à comment rendre cette proposition encore plus attrayante. Je te paierai 2000 € par mois, plus du double de ce que tu gagnes tes meilleurs mois. Tu aurais ta propre chambre dans ma maison, nourrie, logée, et tous tes dimanches libres pour visiter ta famille ou faire ce que tu veux. Manon sent que la tête lui tourne. 2000 € mensuels, c'est plus d'argent qu'elle n'en a jamais gagné. C'est suffisant pour envoyer quelque chose à sa maman dans le Cantal, pour avoir des économies, pour ne pas vivre avec l'angoisse constante de savoir si elle finira le mois. Et une chambre à elle sans avoir à partager la salle de bain avec 5 autres personnes comme dans la colocation où elle vit actuellement. Cela ressemble à un rêve, comme ces histoires que sa grand-mère lui racontait, mais cela semble aussi trop beau pour être vrai. Et qu'est-ce que je devrais faire exactement?
demande Manon avec prudence, ayant besoin de bien comprendre avant de prendre une décision si importante. Léo sourit légèrement, appréciant son bon sens. T'occuper d'Hugo pendant la journée pendant que je travaille. Lui donner à manger, le baigner, jouer avec lui, le bercer quand il pleure, faire tout ce qu'une mère ferait. La mention du mot « mère » fait qu'ils gardent tous deux le silence un instant. Léo pense à Chloé, à comment elle aurait fait toutes ces choses si elle avait vécu. Manon pense à sa propre mère, aux fois où elle l'a vu s'occuper de ses jeunes frères avec une patience infinie. J'ai une employée qui cuisine et nettoie la maison, continue Léo. Toi, tu te concentrerais uniquement sur Hugo. Et si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi pour mieux faire ton travail, tu n'as qu'à demander. Manon regarde le bébé endormi dans ses bras. Son visage si serein, si innocent. Elle sent une connexion avec ce petit qu'elle ne peut expliquer, comme s'ils étaient d'une certaine manière destinés à se rencontrer. Elle pense à la vie qu'elle a maintenant, solitaire, difficile, incertaine. Et elle pense à la vie qu'elle pourrait avoir, stable, avec un but, prenant soin de quelqu'un qui a clairement besoin d'elle. Monsieur Léo, dit-elle finalement, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. J'accepte votre proposition. Je ferai tout mon possible pour bien m'occuper d'Hugo, je vous le promets. Les mots sortent de son cœur, sincères et engagés. Léo ressent un soulagement si grand qu'il en a presque le vertige. Il tend la main vers Manon et elle la prend avec timidité, scellant l'accord avec une poignée de main qui est à la fois formelle et profondément humaine. Merci, Manon. Tu ne sais pas quel poids tu m'enlèves. Il reste assis un moment de plus sur ce banc du parc, Hugo dormant tranquille entre eux, le soleil se couchant définitivement à l'horizon et peignant le ciel de couleurs impossibles. Aucun des deux ne sait encore que ce moment, ce simple accord sur un banc en bois vert, est le début de quelque chose de bien plus grand qu'un contrat de travail. Aucun des deux n'imagine que le destin a des projets qui vont bien au-delà de ce qu'ils ont signé par cette poignée de main. Léo observe Manon tenant son fils et, pour la première fois depuis des mois, il ressent quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Et Manon serre Hugo avec soin, sentant qu'elle vient de trouver un but qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. 6 mois ont passé depuis ce jour dans le parc, et la vie dans la maison de campagne de Léo a changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible quand il a fait cette proposition à Manon à l'ombre du platane. La maison qui semblait auparavant vide et froide, pleine d'espaces immenses qui ne faisaient qu'amplifier sa solitude, a maintenant de la vie, des rires, ces bruits quotidiens qui transforment une construction de béton et de verre en un véritable foyer. Chaque matin, Léo se réveille au son de Manon chantant doucement pendant qu'elle change la couche d'Hugo, ces chansons de son village qu'elle n'a jamais oubliées et qui font maintenant partie de la routine quotidienne du bébé. Hugo a tellement grandi ces derniers mois que parfois Léo doit s'arrêter pour l'observer avec étonnement, se demandant comment il est possible que le temps passe si vite. Il a déjà 14 mois. Il marche en titubant dans toute la maison, s'agrippant aux meubles. Il pointe de son petit doigt les choses qu'il veut et balbutie des mots qui ne sont pas encore des mots, mais que Manon comprend parfaitement. Le changement le plus notable, cependant, n'est pas dans sa croissance physique, mais dans son bonheur. Le bébé qui pleurait désespérément dans le parc sourit maintenant tout le temps. Il rit quand Manon le chatouille, il applaudit quand elle chante et dort toute la nuit sans se réveiller effrayé comme il le faisait constamment avant. La connexion entre Hugo et Manon est devenue quelque chose de presque magique à observer pour Léo. Chaque matin, quand le bébé se réveille dans son lit, la première chose qu'il fait est de chercher Manon du regard, et quand il la voit, tout son visage s'illumine d'un sourire qui ferait fondre n'importe quel cœur. Manon le porte, l'emmène à la salle de bain tout en lui parlant de tout et de rien. En même temps, elle lui raconte des histoires du Cantal où elle a grandi. Elle lui chante les chansons que sa grand-mère lui a apprises. Elle lui promet que quand il sera plus grand, elle l'emmènera connaître les montagnes et les rivières cristallines de sa région. Hugo l'écoute, fasciné. Même s'il ne comprend pas les mots, il comprend parfaitement l'amour avec lequel ils sont dits. Pendant le petit déjeuner, Manon lui prépare des purées maison avec des fruits frais qu'elle achète au marché local, rejetant les aliments transformés coûteux que Léo voulait initialement donner à l'enfant. Les bébés ont besoin de nourriture faite avec amour, pas de nourriture en boîte, lui a-t-elle expliqué avec cette sagesse simple qui impressionne chaque jour davantage Léo. Et elle a raison. Hugo dévore chaque cuillerée que Manon lui donne, ouvrant la bouche comme un petit oiseau affamé, se tachant tout le visage de purée de banane et riant pendant que Manon le nettoie avec une patience infinie. Après le petit déjeuner viennent les jeux sur la terrasse qui donne sur la mer, où Manon étend une couverture et laisse Hugo explorer librement, le surveillant toujours de près,
mais lui donnant la liberté de découvrir le monde à son propre rythme. Léo observe ces scènes à distance quand son travail le permet. Parfois, il quitte le bureau tôt juste pour arriver à la maison et les voir jouer ensemble dans le jardin, caché derrière la fenêtre de son bureau pour ne pas interrompre ce monde parfait qu'ils ont créé. Il voit comment Manon s'accroupit près d'Hugo, lui montrant les fleurs du jardin et les nommant une par une. « Regarde, mon trésor, c'est un bougainvillier. C'est rose comme celle que vendait à Manon avant de te connaître. » Il voit comment le bébé essaie de toucher les pétales avec soin, concentré, et comment Manon le guide avec gentillesse en lui disant, doucement, « Mon amour », très doucement pour ne pas blesser la fleur. Il voit la patience avec laquelle elle répond à chaque geste de l'enfant, à chaque balbutiement, le traitant comme si chaque son qu'il émettait était la chose la plus importante du monde. Et quelque chose en Léo commence à changer graduellement, si lentement qu'au début, il ne s'en rend même pas compte. Ce qui a commencé comme de la gratitude pour avoir trouvé quelqu'un qui puisse bien s'occuper de son fils est en train de se transformer en quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'il ne s'attendait plus jamais à ressentir après avoir perdu Chloé. Il observe Manon au-delà de son rôle de nounou. Il remarque comment le soleil de l'après-midi s'en mêle dans ses cheveux foncés quand elle est dans le jardin. Il remarque la courbe douce de son sourire quand Hugo fait quelque chose de drôle. Il remarque la force silencieuse avec laquelle elle affronte chaque jour sans jamais se plaindre. Un jeudi après-midi, Léo arrive plus tôt que d'habitude et trouve une scène qui reste gravée dans sa mémoire comme une photographie parfaite. Manon est assise sur le sol du salon avec Hugo sur ses genoux, tous deux regardant un livre de contes avec de grands dessins colorés. Elle lui montre chaque image et lui raconte l'histoire avec des voix différentes pour chaque personnage, faisant rire Hugo aux éclats quand elle prend une voix de lion grognon ou une voix de petite souris effrayée. Et alors le lion a dit avec une grosse voix.